Salut, moi c'est Cassandre, streamer, militant, tout ça, et voici mon entretien pour la chaîne à gauche. Non, c'est pas non, c'est voici mon entretien. Non, tu vois. On te présente comment? Je suis streamer, c'est mon métier. Je suis aussi militant politique depuis que la France insoumise existe à peu près. Donc militant politique à gauche, euh, spécialisé sur les questions de droit LGBTI. C'est ce que je fais par exemple au sein de la France insoumise. Je fais partie de l'équipe de coordination des questions thématiques LGBTI. Je viens d'une classe plutôt bourgeoise qui m'ont amené à faire des études à Sciences Po. À l'origine, je voulais être journaliste comme la majorité des gens qui rentrent à Sciences Po. Et en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure de ma politisation, le journalisme m'a dégoûté. Les gens que je voyais autour de moi qui se dirigeaient vers des études de journalisme me dégoûtaient. Enfin, pas me dégoûtaient, mais disons que quand, quand on bloquait Sciences Po, moi j'étais derrière la barricade et les autres ils faisaient des trades, explications de la situation à 7 h du matin devant Sciences Po. Moi je voulais pas faire ça, quoi. Donc en fait le militantisme m'a plus ramené en fait vers le fait de m'intéresser à la théorie, et du coup progressivement donc j'ai intégré un master de recherche à Sciences Po, à l'école doctorale, en relations internationales. Et donc moi, donc avant que je me lance dans le stream, etc., je voulais plutôt me diriger vers une thèse en relations internationales, pour laquelle j'ai pas pu trouver de financement. Voilà, plutôt vers une... La politisation m'a orienté plutôt vers un truc d'intello, et je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Je suis diplômé de Sciences Po depuis 2020. J'ai mon petit diplôme en poche. Euh, ouais. Et j'ai fait un mémoire sur les théories de la paix, sur la peace research, et notamment pourquoi la peace research ne s'est pas développée en France. Ce qui reste, c'était un mémoire très de beaucoup de théories politiques et d'histoire des idées, mais qui est très que j'ai beaucoup tendance à mobiliser en ce moment quand je parle de l'actualité internationale. C'est quoi pour toi être de gauche? Il y a deux choses. Pour moi, être de gauche, c'est un positionnement par rapport à un statu quo. Il y a toujours un rapport nécessaire à la, comment dire, à la contestation, à toujours aller chercher la petite bête par rapport au statu quo. Donc ça, c'est un premier truc. Et pour le tirer, évidemment, vers plus de justice, plus d'égalité, etc. C'est un petit peu une exigence perpétuelle qui s'applique toujours. Ensuite, plus au niveau des contenus, parce que par rapport à quoi c'est un certain nombre de contenus qui, alors souvent on parle de Marx, etc. C'est vrai que la question des classes sociales, la question du fait d'abolir justement la société de classe, la hiérarchie sociale, économique, etc. est au cœur de ça, mais aussi beaucoup plus généralement, tout simplement, c'est tout un contenu en fait où on fait part du principe que la société exerce une responsabilité collective les unes envers les autres. Je place beaucoup ça un petit peu même en opposition un peu avec le fameux There is no society de Thatcher. La gauche, c'est on vit dans une société, quoi. Je vais te poser des arguments et certains sujets qui reviennent souvent par les transphobes, pour savoir comment y répondre. On commence avec le cas des femmes trans en prison qui agressent sexuellement d'autres femmes, souvent mobilisées par les TERF. C'est compliqué parce que moi, j'ai une réaction gauchiste anticarcérale qui me vient en premier, en fait. C'est-à-dire ok, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment légitime de mettre qui que ce soit en prison, particulièrement pour des crimes et délits? J'avais notamment une donnée qui a souvent tendance à être très manipulée par les transphobes. C'est l'idée que la majorité des femmes trans qui sont incarcérées en prison, c'est pour des crimes et délits sexuels. Alors le problème, c'est que ces crimes et délits sexuels sont généralement des crimes et délits liés à la prostitution, par exemple. Donc notamment, en France, par exemple, tu as toutes les lois sur le proxénétisme qui font que globalement, si tu es en coloc avec une prostituée, l'un et l'autre sont... Enfin, par exemple, deux prostituées sont en coloc ensemble, l'une et l'autre peuvent accuser l'autre de proxénétisme et l'envoyer en prison. Parce que c'est un principe de s'il y a une entraide économique, du coup, tu deviens proxénète. Bref, c'est des lois très larges, mais qui font que, par exemple, en France, beaucoup de femmes qui se retrouvent incarcérées sont en raison de ça.
Donc, mais sauf que cette donnée est manipulée parce que ça rentre dans les crimes et délits sexuels, tout ce qui touche à la prostitution, proxénétisme, etc. Et du coup, c'est utilisé pour justifier de dire crime et délit sexuel, donc viol, donc on envoie des femmes trans violeuses en prison qui vont aller violer d'autres femmes derrière. Alors que généralement, c'est pas du tout ça. Donc je pense que généralement, un premier truc à avoir, mais comme tout le monde, c'est de demander de préciser en fait. Pourquoi? Alors déjà, combien de personnes? Est-ce que tu es sûr que la photo que tu as vue dans les médias, c'était une photo récente par rapport à sa transition? Parce que très très souvent, on va avoir tendance à montrer une photo en mode bien barbe, etc. Alors qu'en fait, le moment où la personne rentre en prison, c'est qu'elle a un peu déjà commencé sa transition et qu'elle est déjà sous hormones, etc. Donc je pense déjà, voilà, préciser un peu le truc de bon, ok, vas-y, on va creuser. Pourquoi? Comment? Et est-ce que vraiment c'était vraiment légitime d'envoyer quelqu'un en prison? Après, c'est une réponse gauchiste. Parce que la majorité des gens, en réalité, ils ont un affect punitif, ils ont un affect carcéral, et ils se disent que si une personne est en prison, c'est qu'elle l'a bien mérité et qu'elle est ici pour souffrir, quoi, globalement. Et quand les TERF mobilisent de vrais cas d'agression, Si des cas existent vraiment, c'est extrêmement marginal, d'autant qu'il y a beaucoup, beaucoup de règles, en fait, sur... Alors, encore une fois, là, je peux parler que de la France, parce que c'est les lois que je connais le plus. Mais la majorité des cas de femmes trans qui se retrouvent en prison en France, dans des prisons pour hommes. Tout simplement parce que quand tu n'as pas changé ton état civil, etc., bah, voilà. Et donc là, en l'occurrence, elles sont extrêmement en danger et elles se font placer à l'isolement. Et ce qui est d'ailleurs également le cas lorsque, en ayant changé leur état civil, elles se retrouvent dans une prison de femmes. En fait, généralement, le traitement pour les femmes trans en prison, c'est soit pour leur protection, entre guillemets, soit pour la protection des autres, elles se font mettre à l'isolement, ce qui est considéré comme une mesure de torture et une mesure quand même inhumaine, on va dire. Donc, en fait, et pareil, un autre truc qu'il faut répondre à ça, et que je réponds aussi sur la question des personnes trans dans le sport, mais c'est que il y a énormément, donc encore une fois, il y a énormément de prérequis, que ce soit des prérequis de suivre un traitement hormonal suivi, d'avoir certaines opérations, notamment génitales. Je sais qu'il y a, voilà, en France, je crois que c'est justement le débat se place là-dessus parce que maintenant, en fait, on peut très bien changer d'état civil sans pour autant avoir fait d'opération génitale, ce qui était obligatoire avant. S'apparentait à une forme de stérilisation forcée, en fait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais de fait, le traitement hormonal change aussi énormément le fonctionnement. Bref. Mais la question à poser, c'est les mecs, ils n'ont pas besoin de changer de sexe pour aller violer des meufs. Et en fait, c'est un truc assez étrange, c'est que aussi quand on connaît le taux aussi d'agression sexuelle que les hommes subissent entre eux en prison, etc., quand on connaît aussi tous ces trucs-là, le fait que va y avoir certains profils où tout simplement c'est quand ils vont avoir un corps à disposition et dont ils vont abuser, tu vois. Donc il y a un truc de vraiment faudrait le faire. Encore une fois, si ça existe, vraiment faudrait le faire pour aller jusqu'à faire des opérations, faire une accession psychiatrique, etc., juste pour... Bon, je pense qu'il y a... Et il y a aussi une réalité aussi de la transition, qui est que quand tu es trans en prison, c'est très dangereux. Alors déjà, quand t'es un pointeur en prison, c'est dangereux pour toi, quand ça se sait. Et généralement, ça se sait parce que les matons, ils parlent entre eux, ou alors ils font exprès de le dire, etc. Et quand t'es trans en prison, les violences de la part du personnel pénitentiaire, etc., sont énormes aussi. Donc, franchement, quelqu'un qui irait jusqu'à se mettre en danger à ce point-là, juste pour... Il y a d'autres moyens de violer des gens. les femmes athlètes qui se font battre par des femmes trans et qui trouvent cela injuste. Elles auraient pu très bien se faire exploser par une meuf cis qui est hyper bonne à la course. Et que j'ai un instinct, d'ailleurs c'est ce que j'avais vu à l'époque, c'était justement une jeune femme cis qui avait un petit peu mené une charge contre une femme trans qui avait gagné dans les sports, je crois, au niveau lycéen ou universitaire, je sais plus. Sauf qu'elle était arrivée 9e. Donc bon, c'est que quoi qu'il arrive, elle n'était pas qualifiée. Mais justement, qu'elle lui avait reproché que cette femme trans lui avait volé sa place de qualification, puisque en fait, comme cette femme trans avait eu le podium, bah, du coup, elle s'était retrouvée à la limite de la qualification, elle s'était pas qualifiée, et qu'elle n'aurait pas pu se qualifier pour avoir des bourses universitaires, etc. Bon, je vais passer outre ce cas précis, parce que c'est un cas vraiment très individuel. Cette jeune femme-là, elle venait aussi d'une famille particulièrement bourgeoise, elle n'avait pas particulièrement besoin de ses bourses universitaires, même si en vrai, on sait que le système scolaire aux États-Unis coûte une blinde et que je comprends qu'elle ait eu le seum. Et j'ai aussi passé de côté le fait que il me semble que la femme trans en question était noire, et qu'il y a aussi une affaire aussi de ségrégation raciale qui jouait un petit peu là-dedans.
Euh, je- En fait, très très souvent, dans ces cas-là, ça va être des cas où il y a un record qui est battu et ce record n'est pas forcément reproduit dans les saisons qui suivent. Bon, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment que, par exemple, typiquement, lorsque le traitement hormonal est suivi, etc., et c'est le principe pour rentrer en compétition, je crois que c'est le Comité international olympique qui disait qu'il fallait un minimum de 3 ans, un peu de suivi hormonal suivi pour être sûr que les taux de testostérone ont chuté, les masses musculaires ont fondu, etc., etc. Donc, il peut y avoir une certaine force résiduelle, il peut y avoir encore la masse osseuse qui peut avantager, etc. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que sur le temps, le traitement hormonal opère ce lissage un petit peu des performances. On avait observé ça notamment avec la nageuse Lia Thomas, qui avait fait la une de partout parce qu'elle avait gagné et que c'était horrible, etc. Sur la saison suivante, ses performances avaient énormément chuté. Donc bref, j'aurais tendance à leur dire faites confiance au temps. Et ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est, je reviens sur cette question du fair play, c'est que encore une fois, elle se serait retrouvée sur le carreau par une meuf qui se retrouve à être au pic de ses performances, qui est cisgenre, mais qui s'avère être plus forte qu'elle, elle n'aurait pas forcément protesté. Euh, il y a quelque chose comme ça où on va généralement trouver dans la transidentité de la personne l'explication unique et irrévocable de ses performances. Alors que c'est probablement quelqu'un qui s'entraîne tout autant, voire même plus, pour compenser aussi la discrimination qu'elle peut vivre, et qui en dépend, voilà, qui dépend tout autant, qui est autant dans ce fair play-là. Donc, je pense qu'il y a une question qui se pose par rapport, du point de vue de la perdante, sur où est-ce qu'elle place, parce que c'est toujours, bon, c'est difficile de perdre, hein, c'est toujours, on met énormément d'efforts, etc. Mais sur à quel point on peut vite abandonner le fair play quand on trouve une explication facile au fait d'avoir perdu soi. Et c'est peut-être un peu injuste aussi d'entendre ça. On a peut-être l'impression que c'est sa faute en mode ah ben tu t'étais pas assez bien entraîné, t'étais tout simplement moins forte, etc. Mais c'est quelque chose que les sportifs et sportives, notamment de haut niveau, vivent constamment dans leur carrière. Donc oui, donc à la perdante, j'aurais tendance à dire ça. C'est-à-dire que à l'époque, et d'ailleurs il y a il y a des données qui montrent que par exemple les femmes noires ont des taux de testostérone naturellement plus élevés que les femmes blanches. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui était considéré comme la normale de testostérone, c'était la normale qui était calculée dans les populations ouest-européennes, etc. Et oui, il fut un temps, il y avait des débats dans le sport sur est-ce que, dès qu'une femme noire gagnait, c'était considéré comme, mais de toute façon, les femmes noires, elles sont plus viriles, elles sont plus masculines, etc. Donc voilà, donc généralement, il y a des corps de femmes qu'on va plus scruter que d'autres et qui vont être un prétexte facile pour abandonner le fair play. Au final, ces paniques sur les trans dans le sport ou en prison nous disent quoi? Pour rassurer les gens, pour faire du débunkage, c'est le genre de liste qui est intéressant, mais je pense que la majeure partie du temps, c'est pas sur l'argument des femmes trans qui gagnent dans le sport, parce que tout le monde s'en bat les couilles du sport féminin. Les gens, ils ont commencé à s'intéresser au sport féminin parce qu'ils étaient transphobes. Avant ça, globalement, c'était les gonzesses qui font du sport, on va pas se mentir, elles sont moins bonnes que les mecs, quoi. Donc, je pense que derrière tout ça, en fait, c'est ce qui permet en fait d'entretenir ce genre de panique, c'est un affect fondamental de dégoût envers les personnes trans. Et de trucs et c'est normal parce que c'est bizarre, tu vois, de changer de sexe, de changer son corps, etc. Mais je pense que c'est cet affect de dégoût qui permet de passer par un truc qui rationalise en mode regardez dans le sport, regardez etc. Mais qui va faire appel au fond à pour moi, l'affect transphobe préexiste à ce genre de cas. L'autre sujet qui crispe beaucoup l'opinion, c'est les enfants trans. Que penses-tu, par exemple, de l'exposition d'un enfant trans dans l'émission Quotidien ? Ce soir, on voulait partager avec vous un témoignage fort, celui de Lily. Lily, elle a 8 ans et il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Lily vient nous parler avec sa mère qui s'appelle Christelle. Et voici. Quand il y avait eu l'invitation justement de cette jeune fille sur Quotidien, Lily, ça m'avait énormément gêné. Parce que, mais pour une raison qui n'est pas forcément... En fait, c'est pas tant le fait de médiatiser des enfants trans qui me dérange. Et pareil, il y avait eu le documentaire de Sébastien Lifshitz, je crois, Petite fille. Quand je l'avais vu, pareil, j'étais un peu gêné par ça. Et en fait, en discutant avec d'autres gens qui sont de milieux plus ouvriers, plus normies, etc., qui connaissent rien du tout à la transidentité, au contraire, ils m'avaient dit que le documentaire leur avait permis justement d'humaniser la situation et de la comprendre mieux.
Donc la forme du documentaire m'avait un peu plus convaincu. Mais en tout cas, la médiatisation de cette jeune fille sur Quotidien, elle m'avait gêné, mais pour une raison qui est pas forcément du fait de montrer les enfants trans, que moi j'ai rien contre parce qu'au contraire ça peut humaniser et ça peut aussi démystifier la transition. Parce que quand on parle des enfants trans, on commence à dire: «Ah ils vont faire une vaginoplastie sur un gamin de 8 ans». Non, on fait ça que sur les enfants intersexes, ça s'appelle de la mutilation et on se bat contre. Non, le transitionner pour un enfant trans, c'est simplement changer de vêtements, changer de prénom, se coiffer différemment. C'est une transition sociale en fait et qui est parfaitement, bénigne et qui est de l'ordre aussi de la liberté d'expression de soi. Donc ça permet de démystifier ça. Non, moi, ce qui m'avait gêné, c'est que, comme ce sont des enfants, et ça, bon, c'est un truc qui est malheureusement automatique quand on parle même de droits des enfants en règle générale, c'est des enfants qui, du coup, s'expriment peut-être un petit peu moins bien et généralement qui sont avec leurs parents. Et très souvent, en fait, comme le dispositif médiatique est un peu intimidant, comme ça peut faire un petit peu peur et cetera, bah, très souvent les parents vont généralement d'ailleurs, c'est la mère qui accompagne, vont être là en accompagnement, en soutien et parfois répondre à des questions à la place quand l'enfant est un petit peu gêné et cetera. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que, bah, notamment quand, du coup, quand Lily était passée, sur Quotidien, c'était quelque chose aussi qui avait été dit sur le documentaire Petite fille, des personnes qui avaient accusé la mère de, projeter son propre désir d'être connue ou son propre désir narcissique sur son enfant. Donc en fait, moi, c'est plutôt sur le fait qu'en étant des enfants, comme ils sont sous l'autorité parentale, c'est très facile d'utiliser la difficulté que l'enfant peut avoir à s'exprimer sur le plateau télé pour le retourner en disant: «Vous voyez, c'est la preuve que c'est un narcissisme des parents». Donc ça, c'est mais encore une fois, c'est un truc qui est forcément encore une fois, dans le documentaire Petite fille, il y avait aussi souvent ça. Très souvent, heu, notamment, il y a un passage où on voit l'enfant qui est en consultation, en consultation sur son genre, dans un hôpital, à Paris, je crois. Oui, c'est ça. Et donc on voit uniquement la partie de la consultation où la mère est présente, parce qu'il y a une autre partie où la mère n'est pas présente, elle quitte la salle et cetera. Mais forcément les caméras ne pouvaient être là que aussi en présence de la mère et on se retrouve face à une scène où la professionnelle de santé pose des questions à l'enfant et l'enfant a pas forcément les clés pour y répondre, a, bah, son langage d'enfant qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus, voilà et c'est du coup, c'est la mère qui vient préciser les propos de son enfant et encore une fois, c'est le seul truc qu'on a vu parce qu'après le reste de la consultation a été en privé avec l'enfant et cetera donc s il y a ce problème-là où en fait, il y a c'est ça et dans cette médiatisation-là, très souvent mais encore une fois, comme c'est des enfants, on a du mal à montrer le l'innocence l'innocence de la démarche de: «Ah j'aime bien les robes, quand je les mets ça tourne et c'est joli» et on voit un enfant qui est heureux et qui s'amuse et cetera et très, très vite ça va beaucoup tourner autour des parents et autour de trucs beaucoup plus, qui prêtent beaucoup plus, on va dire, à la manipulation, on va dire. Mais sinon, non, je suis totalement, favorable à la médiati alors évidemment, on va pas faire une campagne de médiatisation des enfants trans, mais simplement, encore une fois, pour développer cette empathie et démystifier ce que ça veut dire la transition et arrêter de dire, «Ils vont couper la bite de vos enfants», quoi. Ça n'a aucun sens. Au final, comment penser et aborder l'exposition des personnes trans à la télévision? Bah, déjà, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu l'exposition médiatique des personnes trans et d'ailleurs, c'est une chercheuse, en sciences des médias qui s'appelle Karine Espinera, qui est elle-même trans, qui a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, sur la représentation médiatique des personnes trans. Où en fait parce que là, on parle de quotidien, de trucs comme ça, mais bon, on peut aussi citer, on est encore une fois France 2, qu'à l'époque, qui avait reçu Mariko, qui est du coup 1re mère, élue, qui s'avère être trans. Mais aussi, on peut regarder simplement d'autres plateaux télé beaucoup plus normie, beaucoup plus voilà, comme ceux de Faustine Bollert, par exemple, dans, C'est arrivé aujourd'hui, je crois, hem, qui va recevoir beaucoup des personnes trans, qui a reçu aussi des personnes intersexes, qui parle souvent d'homosexualité, de trucs comme ça, dans un setup qui est moins, comme peut l'être Quotidien, un setup très politiquement libéral, mais beaucoup plus, très banalement Très banalement normal, banalement empathique, où il va y avoir ce truc-là de: «Ah, la vie est difficile, racontez-nous comment c'est» et cetera. Très apolitique. Donc, et en vrai, je suis, pour moi, il faut bien évidemment, il faut les 2. Mais il faut pas oublier aussi, mais d'ailleurs comme pour l'homosexualité que, on
on peut perdre aussi très très vite à ne représenter la transidentité que sous un angle gauchiste, que sous un angle avec un contenu politique. Tout simplement parce que toutes les personnes trans ne sont pas de gauche. Le militantisme et le vécu trans fait qu'on peut croiser et se rendre compte de certains trucs qui ont attrait aux droits sociaux, à l'état civil, aux papiers, etc., qui font que on peut un peu plus être convaincu par des discours de gauche, mais toutes les personnes trans ne sont pas de gauche. Moi, il y a tout un, comment dire, il y a toute une blague un peu privée dans dans la communauté des hommes trans sur les hommes trans de province qui veulent devenir gendarmes. Et bah oui, ça existe, quoi. Genre, voilà. Bon. Tout comme les flics homosexuels, etc., quoi. Donc, je pense que j'aurais du mal à. Alors, mais cela dit, oui, je fais la distinction un peu entre, on va dire, Quotidien, c'est à vous et Faustine Boller, par exemple, parce qu'elle se situe vraiment dans un truc très normie, très. On va rentrer dans l'empathie, il y a un psy en plateau, et puis on va parler, et puis surtout, on est là pour accueillir les gens, etc. Et je trouve que cette représentation a énormément évolué. Au début des années 2000, et encore une fois, c'est Karine Espinera qui en parle beaucoup mieux que moi, les personnes trans étaient présentées comme une espèce de phénomène bizarre, beaucoup lié au monde de la prostitution, etc. Ce qui est un cas aussi où, bah oui, en effet, quand t'as pas de papier, quand t'as pas de. Voilà, et que il se trouve que tu représentes une espèce de fantasme pour des gens, bah oui, en cas de pépin, il y a le tapin, quoi. Mais donc, la représentation médiatique a quand même beaucoup évolué et est de moins en moins centrée vers ce truc-là un peu sulfureux de la transidentité et tend un petit peu plus à montrer les personnes trans dans leur vie normale et leur vie quotidienne. Ce qui peut être critiquable dans le côté de ça veut dire qu'une bonne personne trans, c'est une personne trans respectable, bien intégrée, etc. Ça pose aussi des problèmes de respectabilité. Mais je pense que c'est pas pour rien que les politiques de respectabilité fonctionnent jusqu'à un certain degré, on va dire. C'est que aussi, face à un autre aussi radical, aussi étrange, aussi bizarre, la représentation par la normalité permet aussi un petit peu de faire passer la pilule et faire entrer l'empathie. On a plus d'empathie pour les gens qui nous ressemblent, ou alors pour les gens qui ressemblent à ceux à quoi on voudrait ressembler. Parce que très souvent, en effet, dans cette représentation un peu petite bourgeoise, oui, le public, encore une fois, Faustine Bollert, etc., c'est un public assez populaire qui regarde ça. Et donc, mais voilà, c'est quelque chose qui est présenté comme quelque chose de respectable, respecté, et que du coup, même si c'est pas ta vie à toi, même si ta vie est beaucoup plus, voilà, beaucoup moins, voilà, c'est une vie à laquelle tu aspires. Mais je pense, en fait, comment dire, j'ai une légère frustration. Déjà, il n'y a pas assez de médias de gauche, déjà de base. Donc, il y a ce problème déjà fondamental de, oui, en effet, toute représentation ne peut qu'être une représentation bourgeoise, puisque ça coûte cher de faire un média. Et autre chose, c'est que il y a parfois, par exemple, un peu de frustration dans le monde militant de gauche plus général, quoi, où la question trans est parfois pas assez mise en avant, où les gens ne réagissent pas, ou alors tu as certains députés qui sont très spécialisés sur la question qui vont réagir, mais ça va encore être considéré comme quelque chose de bon, les spécialistes en parlent et les autres, ils n'ont pas besoin d'être formés là-dessus pour autant, quoi. Alors que c'est quand même un des trucs enfin, un des fuels en ce moment du discours d'extrême droite et de la radicalisation aussi à l'extrême droite. Mais donc, il y a un peu cette frustration-là qu'on peut avoir à gauche, où c'est encore considéré comme un truc de niche, un truc de communauté, un truc, voilà, le communautarisme un petit peu à l'ancienne. Euh, et ça, pour le coup, en effet, je pense que la gauche devrait un petit peu plus prendre fait et cause. Mais le problème, c'est qu'il y a un revers de la médaille à tout ça, c'est que si la gauche prend davantage fait et cause, le risque de la polarisation derrière peut aussi desservir la cause. C'est un peu le truc, tu desserres ta cause. Et risque aussi parfois un peu de desservir, en mode de dépeindre. Le risque, c'est de dépeindre justement les personnes trans comme un problème de gauchiste. Parce que du coup, ça donnerait raison à l'extrême droite. Donc, je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises sur ces questions-là. J'ai pas tendance à condamner entièrement la représentation normie, la représentation un peu libérale bourgeoise. J'ai tendance aussi à déplorer le fait qu'il y ait, comment dire, parfois les manquements qu'on peut avoir à gauche. Par exemple, quand François Ruffin n'avait pas réussi à répondre sur France Info, je crois, à une question là-dessus,
il y a une frustration là-dessus en mode mais putain, on est quand même censé être les experts là-dessus et on n'arrive même pas à assumer qu'on est des experts de ça et qu'on porte cette voix-là. Je pense qu'à gauche, parfois il y a un peu une gêne par rapport à ça parce que justement c'est aussi le discours transphobe est aussi puissant en face et mobilisateur. Que je pense qu'il y a aussi une gêne à gauche que j'ai tendance aussi à déplorer. Mais je pense pas que la gauche doit remplacer entièrement la représentation bourgeoise qu'on a aujourd'hui. Et qu'en est-il de la place de la gauche dans ces luttes? Pour moi, là où la gauche a sa place, c'est aussi beaucoup dans l'articulation. Par exemple, en effet, il peut y avoir très très vite un discours homonationaliste, de pinkwashing, etc., qui peut se mettre en place. Par exemple, quand tu as des gars de droite, bah, du coup, ils vont pouvoir dire, du coup, les étrangers, c'est pas bien parce qu'ils sont homophobes, tu vois, genre, et d'utiliser un petit peu ça. Donc, il y a aussi un... Et je pense que c'est aussi là où la gauche a tout son sens, c'est en fait de... Parce que, bon, souvent, là, en effet, ça n'a jamais été un combat de droite ou de gauche, mais on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup la gauche qui a énormément accompagné ce genre de mouvement pour les droits sociaux. Mais par exemple, quand on prend en France la dépénalisation de l'homosexualité, ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité, où on crédite énormément François Mitterrand pour ça, et c'est vrai que c'est François Mitterrand et Robert Badinter qui ont aboli une des lois de criminalisation de l'homosexualité, donc qui était la loi passée par Pétain, mais c'était un petit peu avant, quelques mois avant, c'était encore sous Giscard que l'amendement Mirguet, donc, qui était un autre amendement qui faisait partie un petit peu de cet édifice de répression de l'homosexualité, qui définissait l'homosexualité comme un fléau social au même titre que l'alcoolisme, la prostitution, etc., a été débouté parce qu'il y avait une affaire judiciaire où en fait les flics avaient fait une descente dans un club privé, donc qui était du coup un club privé, c'était pas du tout de l'atteinte à la pudeur en public, etc. C'était un club privé. La police s'était ramenée dans la backroom pendant que les gens y baisaient. Ils avaient ouvert les lumières, ils avaient coffré tout le monde. Ça s'appelle l'affaire du Manhattan. Et bah, suite à l'affaire du Manhattan, c'est sous Giscard que cet amendement sur les fléaux sociaux, qui avait été la base de la répression policière, avait été aboli, par exemple. Donc, souvent, on a tendance un petit peu à... En effet, c'est une lutte qui a beaucoup, beaucoup été portée par la gauche. Et en tout cas, la gauche a toujours eu l'oreille pour écouter ça avant la droite. Et la gauche a servi généralement d'avant-garde par rapport à la droite sur beaucoup de ces questions de droit. Mais il faut pas... Déjà d'une, la gauche n'a pas le monopole de ça, mais la gauche a sa place dans aussi le cordon sanitaire et l'articulation des luttes qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et du coup, de ne pas se faire... confisquer la question au profit d'un agenda nationaliste, d'un agenda, etc. As-tu la même relation avec les femmes qu'un homme cisgenre peut avoir? Très bonne question. C'est compliqué parce que j'ai tendance à dire que les hommes trans peuvent être des connards comme les autres. Si on dit que les hommes trans sont des hommes, alors c'est dans tous les sens du terme. Mais moi, personnellement, mais après, c'est peut-être aussi parce que je suis militant en vrai. Mais comme je reste dans un milieu militant et que, typiquement, je reste aussi très mobilisé sur les questions de féministes, les questions de théorie politique, de théorie féministe, etc. Je reste quand même... Enfin, c'est beaucoup un sujet que je traite et qui est un de mes sujets de prédilection. Bah oui, ça fait que mes relations avec les femmes, je vais beaucoup plus faire attention. Mais c'est justement ça le terme, c'est que je fais attention dans le sens où je sais quelle est je sais que j'ai changé de situation sociale, je sais que j'ai changé de place, et du coup, je fais un effort. Par exemple, oui, typiquement, il y a ce fameux truc de quand tu es dans un groupe avec une meuf et plein de mecs, généralement, ils vont tendance à lui couper la parole, pas l'écouter, etc. Comme je sais ça, j'ai mon réflexe de, quand je vois qu'elle se fait couper la parole, de lui prêter attention, un peu d'utiliser ce truc-là, etc. Mais c'est aussi parce que j'ai conscience de ça, et parce qu'en tant que militant, ces messages féministes-là sont omniprésents dans mon quotidien. Mais c'est un effort. Et en fait, j'ai tendance à dire que les mecs trans sont des connards comme les autres, parce qu'on oublie très très vite. J'ai très très vite oublié ce que c'était que de se faire emmerder dans la rue, par exemple. Il y a plein de trucs que j'ai totalement oublié, même des barrières naturelles que j'avais érigées quand j'étais perçu comme une femme, qui sont totalement tombées maintenant que qui sont un petit peu restées parce qu'il y a l'homophobie aussi, et que je suis généralement perçu comme gay dans la rue. Mais c'est un effort actif que de se rappeler que t'es devenu un mec et que c'est pas parce que toi t'as l'impression que tout va bien et que t'es au-delà de tout soupçon que tu l'es vraiment, parce que oui, très très vite en fait, comme tu t'identifies aux autres mecs autour de toi, tu vas beaucoup plus facilement avoir de mimétisme par rapport à leur comportement, et tu vas beaucoup plus facilement aussi pouvoir être comporté un peu comme un connard basique comme les autres.
les hommes trans, généralement, euh, ont tendance à avoir un peu plus conscience de cet effort à faire. Alors, particulièrement les hommes trans qui sont militants, mais pas que. Précisément parce qu'il y a toujours cette étrangeté. En fait, le fait d'être renvoyé aussi à sa transidentité, euh, ça lie aussi une étrangeté au fait d'être un homme. C'est-à-dire qu'un homme cis va jamais se poser la question du fait d'être un homme. Là où un homme trans va davantage se poser la question. Donc le fait de se poser la question te pousse aussi à te poser la question des autres. Euh, mais ouais, voilà. Mais c'est plus de l'ordre de l'effort conscient, quoi. On va dire on est plus spontanément des pro-féministes, mais on ne l'est pas forcément. On dit souvent qu'il faut déconstruire les stéréotypes de genre, mais quand une personne transitionne, elle va justement adopter certains stéréotypes de genre. Comment articuler cela ? En fait, j'aurais plutôt tendance à retourner le truc. C'est-à-dire, déjà, moi, j'ai un problème avec la déconstruction au niveau individuel des stéréotypes de genre, parce que pour moi, les stéréotypes, c'est pas tant des stéréotypes que des injonctions. C'est pas tant le fait d'être une fille et d'aimer le rose. Oui, c'est un stéréotype, mais tu peux être une fille et aimer le rose. Par contre, c'est l'injonction à ne pas t'habiller de façon trop masculine qui va être le problème. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un peu de problème avec la déconstruction. Mais oui, sur la question des stéréotypes de genre, en fait, j'ai tendance à retourner la question. C'est que, en fait, et d'ailleurs, je vais lier un petit peu ça avec mon vécu personnel et mon rapport à ma transition, qui est peut-être pas le même que tout le monde, mais principalement, moi, j'ai transitionné parce que je savais à quoi je voulais ressembler. Je savais comment je voulais me comporter. Enfin, c'est plutôt l'envie de se comporter comme tel et d'être perçu comme tel qui presque préexiste au fait de savoir qu'on est trans. C'est que, genre, comment je sais que je suis trans ? C'est parce que quand on dit les filles, je me sens pas concerné. C'est parce que quand je vois les garçons, je veux un peu plus leur ressembler à eux physiquement, etc. C'est pour ça que je veux transitionner avec des hormones, etc. C'est parce que quand on me dit mademoiselle, j'ai pas l'impression qu'on me parle. Enfin, ce truc-là qui, au niveau psychologique, est totalement inexplicable. Et d'ailleurs que personne n'a trouvé l'explication de pourquoi les gens sont trans. Mais aussi, tu as le truc tout bête de, bah oui, les petites filles, on reparlait des enfants trans tout à l'heure, bah oui, bah parfois c'est juste la gamine qui met des robes parce qu'elle trouve que les robes c'est joli quand elle tourne avec. Et c'est ce qui lui fait se rendre compte qu'en fait, bah ça lui va pas d'être considéré comme un garçon. Qu'en fait, c'est un petit peu comment dire, le doigt dans l'engrenage de, ah en fait, et en plus de ça, il y a quelque chose derrière. Mais en fait, pour moi, enfin voilà, encore une fois, donc pour moi, les stéréotypes, le problème, c'est pas les stéréotypes, c'est les injonctions. Parce qu'en fait, les stéréotypes et les préférences existent. Et en fait, tout simplement, les personnes trans ne sont pas plus illuminées que vous et moi, ne sont pas plus émancipées de la société que vous et moi. Et donc, notre façon aussi de comprendre et de rendre intelligible ce truc bizarre de je veux changer de la façon dont on m'appelle, bah, ce truc bizarre qui est difficile à expliquer et à faire comprendre, et même soi-même à naviguer, bah, en fait, les stéréotypes de genre donnent un langage à tout ça. Enfin, le genre donne un langage à tout ça. Donc, évidemment que dans une société où le genre n'existe plus, où ce n'est plus une catégorie une catégorie pertinente socialement, je pense que simplement les gens modifieraient leur corps. Mais c'est tout. Et en fait, modifieraient leur corps en fonction de ce qui leur plaît et tout, tu vois. Pour moi, mais en fait, c'est comme la société code par-dessus tout cela des injonctions, des stéréotypes et des comportements, que ça va être aussi à nous, notre façon de rendre compréhensible aux autres que, attention, moi, c'est plus elle, c'est il, en fait, maintenant je suis comme ça, et je ressemble à ça, etc. En fait, c'est le langage qui est créé tout autour de cet instinct bizarre qu'on a de vouloir changer. Ouais, en fait, le genre est un langage. La seule question qui se pose, c'est de ne pas l'imposer. C'est tout. Tu kiffes ta nouvelle position de dominant ? Ah, c'est confortable, on va pas se mentir. En fait, je suis heureux dans ma transition, pas à cause de cette position sociale que je kiffe. C'est pas parce que je suis dominant que je kiffe être un mec. C'est parce que je ressemble à ce à quoi je voulais toujours ressembler. Donc, c'est plutôt... Mais c'est clair que ça ajoute un confort et aussi une plus grande facilité dans ma transition que, par exemple, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup plus facile de devenir un homme que de devenir une femme.
Parce qu'en fait, tout simplement, on devient un peu plus invisible, on est beaucoup moins scruté. Et d'ailleurs, c'est la difficulté aussi que vivent les femmes trans et aussi une des raisons pour lesquelles c'est elle aussi en première ligne des attaques transphobes, c'est qu'en fait, tout simplement, déjà la société scrute la féminité de façon impitoyable. Dès qu'une femme va sortir un petit peu des carcans, des codes, etc., on va la rappeler à l'ordre. Et donc, les femmes trans dans leur transition vont avoir ce rappel à l'ordre et en plus de ça, la suspicion sur leur genre. Donc, le fait de devenir un homme, on rentre dans une case d'invisible, on n'est plus remarqué dans la rue, à moins d'être un gay très flamboyant et tout, mais on n'est plus remarqué dans la rue. Et on a cette tranquillité d'esprit qui permet aussi, je pense, de faciliter l'exploration de notre nouvelle identité et de nous tranquilliser par rapport à celle-ci. Là où, enfin, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le même rapport à l'hostilité constante qui fait qu'on doit sans cesse prouver. Très souvent, les transphobes vont montrer des photos. Et d'ailleurs, récemment, c'était ce qui avait offusqué énormément aux États-Unis, dans la sphère anglo-saxonne, et un petit peu en France, mais surtout aux États-Unis. C'était sur cette TikTokeuse trans qui faisait une série de vidéos. Jour 500 d'être une fille, et voilà ce qui se passe. Qui avait fait la pub Bud Light aussi. Dylan Mulvaney, voilà. Dylan Mulvaney, qui en fait explorait son genre et sa transition et le faisait en direct sur TikTok et montrait aussi tous les errements et les trucs un peu adolescents et même un petit peu l'euphorie que tu peux avoir au début de « Oh là là, je mets une robe, c'est joli », alors que cette robe, elle lui va pas du tout. Mais simplement, le fait de la mettre, elle dit « Ah, c'est bon, je peux enfin prouver qui je suis, je peux enfin prouver que je suis une femme, etc. » Et puis aussi, t'expérimentes avec ton style parce que tu as envie de... Et ça aussi, les hommes trans aussi, ils expérimentent beaucoup avec leur style. Il y a beaucoup de loupés. Mais on leur reproche un peu moins leur loupé parce que c'est juste des vêtements un peu baggy, tu vois. Bon, on va généralement plus avoir tendance à repérer les loupés aussi quand c'est dans l'expression féminine que quand c'est dans l'expression masculine. Mais c'est aussi parce que les mecs savent pas se saper, et du coup, bon, voilà. La barre est assez basse. mais en tout cas, elle avait beaucoup été scrutée pour ça, à cause justement de sa façon de mettre en scène son plaisir, sa fierté, son côté même parfois un peu enfantin, etc. Mais qui est propre en fait au fait de à la fois explorer son identité, de trouver enfin le moment de l'explorer sans aucun blocage, et en plus de ça, le double truc de devoir prouver son identité à l'extérieur. C'est-à-dire que une femme trans avec une robe va être considérée comme comme dans les stéréotypes. Une femme trans avec un pantalon va être considérée comme qui fait pas assez d'efforts pour s'intégrer dans son genre. Donc tu as toujours ce truc-là où tu as aussi parfois un surinvestissement de ton genre en début de transition. Et encore une fois, les hommes trans comme les femmes trans, mais ça se voit plus sur les femmes parce qu'on a plus tendance à considérer la féminité comme ridicule. Parce qu'en fait, tout simplement, déjà, tu rattrapes un petit peu la socialisation que tu n'as pas eue et que tu rattrapes peut-être les faux pas adolescents que les autres ont pu faire. Et voilà. Et donc, je voulais dire que souvent, c'est présenté en mettant les femmes trans comme focus, comme quelque chose de ridicule et ça qui va aussi avec l'accusation de pédophilie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vit une adolescence, on vit une exploration de ce qui est possible de faire et de comment c'est possible de s'habiller, ce qui peut parfois paraître un peu enfantin. Et sauf que là où les hommes trans sont systématiquement renvoyés à un côté enfantin, parce que dans la transition, on a des traits un petit peu plus jeunes, il y a un côté un peu plus adolescent, plus mignon, entre guillemets, qui nous est attribué. Les femmes trans, ça va toujours être associé à de la suspicion. Alors que c'est le même phénomène, mais simplement c'est le genre qui n'est pas le même, et du coup la façon dont il est considéré. Donc je pense qu'il y a aussi sur cette question du stéréotype de genre aussi, une tranquillité à avoir là-dessus, de se dire, c'est normal, tu tâtonnes, tu recherches ton identité, tu cherches à te tranquilliser et à te rassurer, et après généralement, oui, les gens finissent par, habillés de façon un peu plus normale, ou pas d'ailleurs, les gens restent parfois dans leur truc un petit peu extravagant, mais à se tranquilliser parce qu'eux-mêmes sont tranquillisés par rapport à l'identité, n'ont plus l'impression d'avoir à prouver quelque chose, mais ont l'impression de savoir enfin qui ils sont. Donc il y a cette patience à avoir que les gens ne sont pas particulièrement prêts à avoir pour les personnes trans, parce qu'encore une fois, le côté un peu monstrueux, le côté un peu phénomène, etc. Tu te considères comme queer ? Queer, queer, donc ça veut dire bizarre, hors norme, etc. À l'origine, c'était une insulte LGBT-phobe, en vrai, parce que c'est une insulte homophobe, mais qui était un peu renvoyée à tout le monde qui sortait de la norme de genre.
sachant que les homosexuels étaient considérés comme sortant de la norme de genre. Déjà, l'homophobie est déjà une affaire de genre, enfin bref. Mais en effet, c'est quelque chose qui a été réapproprié par des communautés un peu plus punk, justement, qui reprenaient la suite en disant « Bah ouais, on est bizarre et tu vas faire quoi ?» Donc, il y a cet aspect-là un petit peu de... Dans ma vie quotidienne, je ne suis pas queer. Dans ma vie quotidienne, je suis assez normatif. Enfin, normatif, non. Normé, on va dire. Genre, je suis pas particulièrement punk par rapport à ma vie, par rapport à mon identité de genre. Voilà, je ne me considère pas comme queer moi-même. Par contre, par-dessus cette question voilà, de l'identité queer, il y a aussi toute une théorie qui s'est développée par rapport à ça. Une théorie justement très inspirée par Foucault, par le post-structuralisme, donc toutes ces pensées philosophiques qui interrogent justement le rapport au pouvoir, le rapport à la norme, et du coup, toute une théorie qui s'est développée justement autour de la transgression de la norme, de l'interrogation perpétuelle de bah, en fait, non, c'est pas toi qui es monstrueux et qui est bizarre, c'est l'imposition normative qu'il est, etc. Voilà. Et pour le coup, la théorie queer fait partie de mes théories de référence quand je pense la transidentité, le féminisme, etc. C'est pas ma seule théorie de référence. Je suis aussi très très influencé par le féminisme matérialiste, qui a généralement tendance à s'opposer au queer, hein, en accusant le queer d'être un petit peu plus individualiste, un peu trop libéral. Et en fait, j'ai le sentiment que pour moi, la réflexion queer est l'impulsion de révolte et la théorie matérialiste va permettre la digestion politique de tout ça. Pour moi, en fait, il y a une interaction entre les deux. C'est-à-dire que là où le queer va dire on pète les normes, tout ça c'est social, tout ça c'est construit, tout ça c'est du regard extérieur, et en fait vous pouvez être qui vous voulez, c'est une impulsion qui même dans un parcours de transition, même dans un parcours de découverte de son homosexualité, est hyper précieuse, parce que précisément comme c'est individuel, précisément ça parle de soi. Et ensuite, par-dessus la théorie matérialiste, elle va plutôt s'intéresser à ce que fait la transition à une personne. Donc, par exemple, comment les personnes changent de catégorie et enfin, je pense à Emmanuel Bobatti qui parle de transfuge de sexe, qui va s'intéresser beaucoup aux freins, comment dire, à la façon dont la société, au niveau de l'État, au niveau de la médecine, etc., va contraindre certains parcours, contraindre les corps, faire du gatekeeping médical, légal, etc. Enfin bref. Donc, et encore une fois, la théorie matérialiste a tendance à reprocher à la théorie queer d'être trop individualiste et trop libérale. Et la théorie queer a tendance à reprocher à la théorie matérialiste d'être trop normative, justement, parce que les matérialistes vont beaucoup présenter aussi des parcours très binaires, par exemple. Ils vont avoir beaucoup une méfiance vis-à-vis de la non-binarité, de tout ça, qui, en effet, dans une société binaire, comment être non-binaire? Et c'est la question des matérialistes. Mais moi, je trouve que, en tout cas, dans ma pensée politique, je fais toujours jouer une interaction et un dialogue entre les deux, parce que, pour moi, en fait, c'est deux faces d'une même pièce, et en fait, deux pensées et réflexions qui s'adressent à différents moments sociaux. C'est-à-dire que la société n'est pas un tout, quelle que soit la temporalité et le lieu. Il y a des espaces sociaux où la théorie queer va être très très efficace pour expliquer et comprendre les phénomènes sociaux, et des espaces sociaux, notamment l'interaction avec l'État, l'administration, dans laquelle la théorie matérialiste va être plus efficace pour apporter des questions. Typiquement, dans mon militantisme politique, je me réfère beaucoup plus au matérialisme trans, parce qu'on va se poser la question de l'état civil, de l'accès à la médecine, etc. etc. Et par contre, dans ma réflexion, même féministe, dans ma réflexion sur un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire de cette société bizarre et de ces normes bizarres, là, j'ai davantage me référer au queer, parce que ça va poser la question de où est-ce qu'on place le pouvoir. Faut-il annuler Christine Delphi ? Christine Delphi, je la cancelle pas. Déjà, tout simplement parce que même si individuellement elle est devenue TERF et qu'elle peut aussi interagir dans certains milieux un peu TERF, elle n'est pas elle-même force de proposition de la transphobie. Notamment, elle avait été épinglée parce qu'elle avait signé une tribune anti-trans sur la question de la place des femmes trans dans le féminisme, qui est un petit peu la grande question en fait que se posent les TERF, c'est de comment on exclut les femmes trans du féminisme. Et Christine Delphi, en fait, avait tendance à dépeindre justement la question trans comme distincte du féminisme. Et d'ailleurs, c'est pareil, elle avait été il y avait une interview, je crois qu'elle avait fait une interview sous format d'abécédaire, où justement on lui avait posé cette question-là, enfin l'intervieweuse lui avait posé cette question-là, et Christine Delphi disait que les trans c'est autre chose. C'est qu'elle considérait que transitionner n'a rien à voir avec la libération féministe, qui n'est pas faux. Enfin, c'est pas, on peut très bien imaginer un monde où les trans sont parfaitement intégrés et où le système patriarcal reste en place. C'est
Mais en fait, elle a eu un petit peu cette petitesse de vue de ne considérer les personnes trans que comme comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose à la chute du patriarcat plutôt que comment est-ce qu'on vit le patriarcat aussi. Et je pense que c'est là un petit peu qu'elle a eu une erreur fondamentale d'analyse qui fait qu'en effet, elle a pu se retrouver à signer des tribunes comme ça et un petit peu interagir avec d'autres personnes un peu transphobes et tout. Mais cela dit, sa théorie politique est parfaitement applicable aux personnes trans. En fait, c'est ça que je trouve paradoxal avec elle, c'est qu'une grande partie du matérialisme trans se réfère à Christine Delphi. Justement parce qu'on trouve dans son analyse, dans l'analyse matérialiste du patriarcat, dans, comment dire, la façon dont les structures économiques vont entretenir l'infériorisation des femmes, etc. Mais les femmes trans se retrouvent dans ces mêmes structures économiques. Et les femmes trans dans un couple vont se retrouver aussi avec le même partage du revenu, par exemple. Elles vont se retrouver dans, etc., etc., qu'on observe que les femmes trans sont en moyenne moins payées, y compris que les femmes cis. Même s'il ne s'agit pas de mettre une compétition de qui est la plus victime du patriarcat et tout, mais il y a ces réalités que décrit Christine Delphi sur ce que fait le patriarcat économiquement, socialement, etc. aux femmes, s'appliquent parfaitement aux femmes trans. Donc, encore une fois, moi je la cancelle pas parce qu'elle n'en fait pas son discours politique principal et sa théorie est parfaitement adaptable. Non, je voulais rajouter aussi un truc, c'est que lorsque Dora Muto et Marguerite Stern avaient sorti leur manifeste féministe, quand elles avaient fait ce tournant-là où elles étaient sorties du féminisme et qu'elles s'étaient rentrées sur le féminisme, le truc bizarre, là, pour le coup, Christine Delphi, elle avait gueulé en disant « Non, mais attends, mais je peux pas signer cette merde, c'est n'importe quoi, on n'est pas des femelles, le genre précède... » Rien que quand elle dit « le genre précède le sexe », etc. Donc, ça montre... Enfin, pour moi, ça révèle encore plus d'à quel point, même si elle peut avoir des affects un petit peu méfiants, on va dire, envers les femmes trans dans le féminisme, et qui peut entretenir aussi une pensée un peu terfisante, elle va jamais aller jusqu'au bout de la pipeline transphobe parce que elle est quand même solide dans sa théorie sur voilà, le genre précède le sexe, ça n'a aucun sens de se référer au biologique. Qu'est-ce que vous racontez? Le fait d'être en couple avec Raz, qui ne vient pas de la même classe sociale que toi, t'a apporté quelque chose de plus politiquement. Ça a énormément approfondi des affects politiques qui s'étaient développés par le militantisme. Par exemple, je me rappelle au tout début de notre relation. Oui. Ah si, bon bref. Mais au tout début de notre relation, on est allé prendre un verre avec des amis à moi et il avait fait la gueule parce que une de mes amies parlait de son job qui était un job très bien payé, qui avait un chasseur de tête sur LinkedIn, mais qu'elle avait des exigences salariales qui valaient pas ça, et tout. Enfin bref. Et j'avais pas compris pourquoi il avait fait la tronche. Je t'en il aime pas mes amis et tout. Et en fait, comment dire, cette conscience-là de la violence symbolique, de la violence de classe, que j'avais intellectuellement de par mon militantisme, de par même les gens avec qui j'allais militer, hein, parce que j'avais aussi milité dans des endroits hyper prolos et tout, donc il y avait ce truc-là où j'avais un petit peu cette conscience intellectuellement. Là, pour la première fois, je voyais ce que ça faisait à quelqu'un qui était vraiment concerné là-dedans et que ce que moi je percevais comme une discussion somme toute banale était un truc vraiment, mais genre juste insupportable, quoi. Insupportable à entendre. Donc il y a ce truc-là, je pense que ça a énormément approfondi et précisé des instincts politiques que je pouvais avoir. Et pareil dans le monde militant où on avait déjà ce truc avec d'autres potes à moi, parce qu'après, même dans ma vie militante, j'étais beaucoup avec des gens très, comment dire, étaient déjà saoulés, des petits bourgeois, même si je militais beaucoup avec d'autres petits bourgeois, mais qui étaient dans ce truc-là de « Ah, ils nous font chier, quoi », genre c'est vraiment... ils s'en battent les couilles de changer la vie réelle des gens, ils font ça que pour se mousser, etc. Tu vois, il y avait déjà un peu ce truc-là où j'étais déjà avec des gens qui étaient très très critiques vis-à-vis justement de la petite bourgeoisie militante autour. Mais par exemple, dans les discours politiques, dans la façon dont les discours politiques peuvent être totalement hors sol et incompréhensibles, qui était déjà un truc de... quand je voyais d'autres gens qui parlaient, ils parlent à personne, ces gens-là, c'est n'importe quoi et tout. Ça a encore plus approfondi ma colère et ma rage, en fait, de ce genre de discours un peu hors sol. Oui, parce que par capillarité, je voyais l'effet que ça avait, et du coup, ça m'énervait encore plus. Et donc, donc je pense que le fait de sortir avec un prolo, ça,
ouais, ça m'a rendu beaucoup plus sensible, ce que je comprenais déjà un peu intellectuellement, mais voilà, ce qui était au cerveau est passé au niveau du cœur, quoi. C'est le rythme cardiaque qui s'accélérait un peu plus. Tu te lances quand en politique? Je, je suis un militant sérieux. Je suis un militant, d'aucuns diraient parfois sacrificiel. Non, ça va, je suis plus très sacrificiel depuis un moment, mais je l'ai été. Euh, j'ai toujours considéré que je vais là où on me considère utile. Et si je dois servir, C'est quoi cette réponse de politicien? Non, c'est terrible. Non, mais attends, mais parce qu'il y a des... Attends, il y a des camarades qui vont voir l'interview. En fait, après, non, mais cela dit, non, c'est intéressant parce que j'ai la hantise, et je sais pas si c'est un affect de purisme de gauche ou quoi, mais j'ai la... Ou alors justement parce que j'ai trouvé ça insupportable quand je le voyais chez des camarades de mon âge et qui, à mes yeux, n'étaient pas particulièrement méritants de certains trucs. Mais j'ai cette hantise-là de passer pour quelqu'un qui a les dents qui règle le parquet ou de passer pour prétentieux, quoi que ce soit. Donc j'ai toujours... donc voilà, je ne peux faire qu'une réponse très très langue de bois à ça, quoi. Après, par contre, je répondrai pas à n'importe quoi. Hein. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.